Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Eau, électricité, santé, assainissement, sécurité, tous les points qui concourent au bon déroulement du Grand Magal de Touba passés en revue. À 15 jours de l'événement, un CRD national a réuni toutes les parties impliquées dans l'organisation autour des autorités étatiques. Un bateau central électrique atterri au port de Dakar, loué par la Sénélec pour 5 ans. Cette centrale flottante d'une capacité de 120 MW va permettre une économie de 6 milliards de francs CFA. Le directeur général de Sénélec est notre invité. Ce 3 octobre, les élèves reprennent le chemin de l'école à la veille de la rentrée. Plusieurs établissements sont dans les dispositions de démarrer l'année scolaire, à l'exception de quelques écoles encore sous les eaux. La communauté continue la mobilisation pour régler le problème. Dans la suite de notre série sur les urgences dans les structures de santé, focus sur l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Le service des urgences est bien organisé malgré les faibles moyens. La chirurgie ne fonctionne pas la nuit et le service de réanimation est peu opérationnel. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce matin au Palais de la République. Le communiqué issu de ce conseil, vous l'aurez au cours de ce journal. En attendant, signaler que le président béninois est arrivé à Dakar cet après-midi. Il a été accueilli au Palais de la République en début de soirée par le chef de l'État. Le président Patrice Talon est venu prendre part à la réunion sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA. Aboubakri Kane. À Dakar, pour les besoins de la réunion sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA, le président béninois a franchi le portail du Palais de la République à quelques minutes de 19h. Les honneurs lui sont rendus par un détachement de la garde présidentielle. Après les honneurs de cet escadron spécial, le président Patrice Talon a été accueilli sur l'esplanade du palais par son homologue sénégalais. Un accueil chaleureux qui sera suivi d'un tête-à-tête, un entretien en prélude du dîner auquel le président Macky Sall a convié son homologue du Bénin. Occasion saisie par les deux chefs d'État pour aborder les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Bénin. Je le disais en titre, le bateau central électrique a accosté au port de Dakar pour 5 ans. Avec une capacité de 120 MW, cette centrale flottante va produire de l'énergie propre à moindre coût. Les précisions de Ibrahim Ndonga. Il cristallise toutes les attentions. Son arrivée est forcément immortalisée. Ça y est, le bateau a jeté l'ancre au large de Dakar. Une centrale électrique flottante avec une puissance non négligeable. Qui fait une puissance pratiquement de 235 MW. Mais il faut voir que Sénélec a contracté avec Car Powership pour une puissance de 120 MW. Donc cette centrale-là, quand elle produit de l'énergie, elle l'envoie à travers les lignes de transmission que vous voulez, les deux lignes de transmission, au niveau du poste 90 de Sénélec, qui est situé ici à Bel-Air. Après quoi, l'énergie produite est envoyée dans le réseau interconnecté de la Sénélec. Ce bâtiment de plusieurs tonnes séjournera à Dakar pendant 5 ans, conformément aux termes du contrat de location. Mais comment fonctionnera-t-il? Elle va fonctionner pendant les 6 premiers mois au HFO. Et après, on va fonctionner au gaz, qui sera du GNL, qui sera importé et qui va permettre de faire fonctionner cette centrale-là. Ce qui sera sans doute profitable à la Société nationale d'électricité. Un gain important pour la Sénélec. C'est une centrale qui va coûter beaucoup moins cher que les centrales qu'on a actuellement qui fonctionnent au gasoil, qui nous coûte pratiquement 2 fois le prix du fuel. Donc, avec l'arrivée de cette centrale-là, ces centrales qui tournaient au gasoil
vont être à l'arrêt. Être à l'arrêt ou maintenu en réserve froide. Mais une autre question taraude cependant les esprits. Qu'en sera-t-il du point de vue environnemental? Il n'y aura pas de pollution. On va économiser aussi sur les coûts de maintenance parce que les maintenances seront moindres. Et puis, en fait, avec le gaz, c'est de l'énergie propre. De l'énergie propre à moindre coût pour une capacité de 120 MW. C'est l'objectif, épargner les Sénégalais des difficultés inhérentes aux coupures d'électricité. Avec cette volonté, l'horizon d'un futur radieux est assuré. Et le directeur général de Sénélec est notre invité. Bonsoir, Monsieur Biteye. Bonsoir. Alors, vous avez été à l'accueil de ce bateau, une centrale flottante à Dakar. Est-ce que vous pouvez nous parler de la configuration un peu de cette centrale électrique? Oui, merci beaucoup. Donc, cette centrale-là va constituer la centrale la plus puissante du parc de production de Sénélec en termes de capacité à injecter sur le réseau. Comme ça a été rappelé dans le reportage, c'est une centrale de 120 MW avec une énergie plus propre et des coûts de production qui sont parmi les plus compétitifs du parc. Et donc, c'est une centrale qui viendra participer à la sécurisation de l'exploitation tout en améliorant l'impact sur l'environnement. Pourquoi cette option de louer une centrale électrique pour renforcer la production en énergie au niveau national? Oui, cette option se justifie par le fait que, comme vous le savez, depuis 2012, le président de la République a traduit dans le PSE sa vision pour le secteur de l'énergie, qui est le mix énergétique. Ce mix énergétique visait 3 axes. L'amélioration de l'offre de production qui nous a permis d'atteindre une capacité installée qui était autour de 1100 MW. La diversification des sources de production, parce que pendant longtemps, le Sénégal dépendait trop du pétrole. Toute la production d'électricité était faite à base de fioul. Et le président, quand il est venu, il a dit nous devons diversifier nos sources de production en introduisant le renouvelable. On a eu l'hydraulique, on a eu le solaire, bientôt on va avoir l'éolienne, mais surtout en introduisant le gaz. Et le gaz, les instructions qu'il nous a données, c'est d'aller un peu plus loin. Nous avons le gaz local, mais en attendant, aujourd'hui, la technologie permet d'y arriver. Et donc, lorsque nous avons perdu la centrale de Sendou qui fait 115 MW, aujourd'hui, avec le niveau de qualité de service que nous avons, parce que je rappelle souvent qu'avant 2012, les gens venaient demander 8 heures d'électricité par jour. Aujourd'hui, quand ils sont coupés pendant 20 minutes, les gens commencent à se plaindre. Cela parce que Sénélec a amélioré considérablement la qualité de service qui fait qu'aujourd'hui, les populations ne peuvent plus accepter des coupures d'électricité. Non pas longues, mais n'acceptent plus les coupures. Avec la perte de cette centrale de Sendou qui nous coûtait, qui était de 115 MW et qui était parmi les plus économiques, nous devions réagir vite. Entre-temps, le président a pris l'engagement en 2018 avec les 5 initiatives PSE vert et l'industrialisation que nous devions, nous, à notre niveau secteur électricité, traduire par une production d'électricité plus propre, mais pour arriver à l'industrialisation également, mettre en service des centrales dont les coûts de production sont les plus compétitifs. Voilà tous ces éléments réunis que nous avons traduits à travers cette centrale-là. Mais louer une centrale, un bateau, je dirais, pour 5 ans, cela a un coût. Quel est le prix justement de cette location? Bon, vous comprendrez avec moi que ce projet est régi par un contrat commercial avec des clauses de confidentialité qui ne nous permettront pas de sortir les coûts. Mais je peux vous assurer qu'en termes de gains au niveau de Sénélec, aujourd'hui, le fait de faire fonctionner cette centrale-là au gaz va nous faire des économies de 6 milliards par an. Et également, en fournissant le gaz à la production de Bel Air, c'est plus de 10 milliards par an. Et le calcul fait par les équipes montre qu'au minimum, sur les 5 ans, l'économie pour Sénélec tournerait à plus de 100 milliards. Mais, donc, oui, quel que soit le coût de l'entrée, aujourd'hui, plus de 100 milliards d'économies, c'est la première fois que Sénélec réalise un projet
qui nous permet de réaliser autant d'économies. Mais par rapport, par exemple, à l'argent, même si vous n'avez pas avancé de chiffres, l'argent de la location, est-ce que ce montant ne pouvait pas servir à construire une autre centrale ou bien renforcer les capacités des outils existants? Oui, comme vous le savez, le président nous a demandé de travailler en fast-track. Aujourd'hui, si nous devions construire une centrale, c'est 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais accepteraient de retourner en arrière pendant 3 ans? Je ne le pense pas. Aujourd'hui également, si nous devions attendre une centrale qui fonctionne au gaz normalement, c'est 24 mois la durée. Aujourd'hui, nous avons réalisé ce projet-là en 6 mois. Donc, grâce aux équipes de Sénélec qui se sont mobilisées et également grâce au port autonome, à qui je remercie au passage le directeur général, parce que nous avons travaillé en équipe, nous avons fait ensemble les missions en Turquie et également nous avons réalisé le projet ensemble. Donc en 6 mois, Sénélec va mettre en service une centrale au gaz qui fera 120 MW. C'est du fast track, vous allez me dire? Exactement, c'est du fast track et aujourd'hui le bateau est arrivé aujourd'hui et dans la semaine, les premières mégawatts seront sur le réseau de Sénélec. Et justement, en termes de couverture, quel est l'impact de cette centrale flottante? Aujourd'hui, cette centrale va représenter 15% à peu près de la demande et nous permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, de satisfaire les 4e et 5e initiatives de M. le Président de la République, à savoir PSE vert et à savoir l'industrialisation, parce que nous avons une centrale qui fait à peu près, comme on l'a dit, 3 terrains de football, qui est la plus grosse du parc de production et qui va être mise en service dans des délais records. Et l'autre aspect important, c'est que le promoteur ayant une grande expérience en termes de conversion de centrales va former le personnel de Sénélec, ce qui est quand même important pour nous dans la mesure où on va aller avec notre gaz local au full gaz qui nous permettra d'avoir une production d'énergie plus propre. Est-ce que toutes ces acquisitions auront un impact sur le coût de l'électricité? Oui, le président a été très clair aujourd'hui, nous devons baisser les coûts de production. Parce que je voudrais juste signaler qu'aujourd'hui, les tarifs que nous payons quand même ne représentent que les 70% du tarif normal. C'est l'État qui supporte les 30%. Et donc aujourd'hui, les instructions que nous avons reçues et l'orientation de M. le Président de la République, c'est de baisser ces coûts de production. Pour qu'au finish, on puisse espérer répercuter ça en diminuant la compensation et également en baissant le tarif fourni par le consommateur. Et c'est ça qui explique tous ces projets que nous sommes en train de mettre en œuvre. Par rapport toujours à la centrale flottante que vous avez accueillie ce matin, est-ce que vous avez pensé un peu aux impacts environnementaux de cette centrale? Oui, c'est ça qui nous a poussé à négocier une centrale parce que dans cette version, il y a des centrales qui tournent au fioul lourd, donc qui peuvent être plus polluantes. Mais nous, lorsque nous sommes allés voir notre partenaire, nous lui avons dit quand même, la 4e initiative de M. le Président de la République, c'est le PSE vert. Et donc, il nous fallait une centrale avec une énergie plus propre qui tournerait au gaz. C'est pour ça, pendant les 5 ans de fonctionnement, cette centrale va tourner au gaz avec un niveau d'émission beaucoup plus réduit que lorsqu'elle devait fonctionner au fioul lourd. Et vous avez aussi parlé du mix énergétique dans cet entretien. Et vous avez été ce matin justement sur le site du parc éolien de Taïba Ndiaye, qui est un projet de construction de centrales éoliennes. En quoi cette centrale pourrait-elle améliorer le mix énergétique prôné par le chef de l'État? Oui, lors de la COP 21, le président de la République avait pris l'engagement qu'en 2019, 20% de la production d'électricité, de la puissance installée, serait satisfaite à partir des énergies renouvelables. Et donc, en ce moment, le mix énergétique que nous avions jusque-là était juste composé d'hydroélectricité qui nous venait de Manantali et également de centrales solaires. Pour les centrales solaires, je rappelle juste que nous en avons 9 maintenant pour une puissance globale de 160 MW. Et donc, nous devions améliorer le mix, l'embellir. Après l'éolienne, le solaire, il nous manquait l'hydraulique et le solaire, il nous manquait l'éolienne. Et c'est un projet qui est très cher à M. le Président de la République. C'est pourquoi nous avons, avec le promoteur,
dans toujours le cadre de ce fast-track-là, regarder comment nous pourrions accélérer. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de constater ce matin que la première tranche, qui fera 53 MW, sera livrée au plus tard le 8 décembre. Donc, qui permettra non seulement d'élargir le mix, mais également de l'embellir dans le cadre de sa diversification. Merci beaucoup, M. Biteye, pour toutes ces informations et merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Religion présent un peu plus de 2 semaines du Grand Magal de Touba. Les autorités étatiques s'activent pour une bonne réussite de l'événement prévu le 17 octobre prochain. Une rencontre plutôt nationale a réuni toutes les parties concernées pour faire le point des préparatifs. Plusieurs domaines sont concernés. On fait le point avec Maman Moussagna. 2 semaines, le temps qui nous sépare du Grand Magal de Touba. Et les autorités étatiques l'ont bien compris. Au cours de la rencontre, les questions de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité, de l'élevage, du commerce et bien d'autres choses ont été évoquées. Tout a été passé en revue. Cette année, par exemple, Touba ne devrait pas connaître de difficultés liées à l'eau. Nous pensons avoir au moins un taux de fonctionnement des forages de 100%. Déjà, dans 20 forages seront secourus déjà avec des groupes électrogènes pour parer à toute éventualité, notamment par le problème d'électricité. Mais nous avons demandé à la Sénélec de pouvoir prendre les dispositions pour nous mettre des groupes supplémentaires. Là aussi, c'est important de souligner que nous attendons pratiquement 123 camions. Autre préoccupation, l'assainissement. Des mesures sont prises pour garantir une bonne évacuation des eaux usées, surtout avant l'événement. Nous avons déjà des engagements sur 36 camions pour le moment, et hydrocureurs, dont 30 de l'ONAS. Nous avons 5 au moins de la Géroute. Moi, je vais également participer pour un hydrocureur. Nous avons également 50 toilettes mobiles. Je pense que si on s'y prend tôt, peut-être on pourra respecter au moins la dizaine de jours qui nous permettra d'avoir un bon nombre de rotations. Par ailleurs, la Sénélec a promis de mettre hors délestage Touba. Des groupes électrogènes sont prévus, de même qu'un nouveau programme de 6 milliards environ à déployer. Comme d'habitude, le ministère de la Santé va installer des postes de santé avancés en plus des structures régulières. Sur toutes ces questions, les autorités comptent assurer le suivi et tenir une dernière réunion nationale prévue le 8 octobre prochain. Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, l'ADER compte injecter 30 milliards de francs CFA dans les chaînes de valeur agricoles. L'objectif est de redynamiser le secteur pour une agriculture compétitive et durable. À cet effet, un atelier de partage a réuni l'ADER et les partenaires financiers. Compte rendu Pendambo. Le secteur agricole constitue le socle de notre croissance. Lorsque l'agriculture marche, tout marche. C'est fort de cela que la délégation à l'entrepreneuriat rapide a décidé d'investir dans l'agriculture, un secteur d'avenir. Nous avons une enveloppe conséquente d'au moins 30 milliards sur les 3 prochaines années à venir, avec un programme de l'État, mais aussi avec la BAD, pour développer les chaînes de valeur agricoles sur l'ensemble du territoire. Et nous avons jugé nécessaire et utile de travailler en parfaite symbiose avec le ministère pour non seulement l'identification, l'élaboration, mais la mise en œuvre et le suivi, évaluation de ces projets et programmes que nous voulons faire pour les jeunes et les femmes de notre pays. Cette volonté de l'ADER est aussi celle de la tutelle dont la mission actuelle est de redynamiser le secteur agricole. Investir dans l'avenir comme nous y invite son Excellence, c'est entre autres, mais surtout, redynamiser le secteur agricole à travers un entrepreneuriat soubassement d'une transformation économique et alternative pour la création d'emplois massifs, décents et durables. Cette connexion étroite avec nombre d'activités connexes constitue entre autres le bien fondé du concept de chaîne de valeur englobant différents maillons. Ainsi, pendant 3 jours, les acteurs des chaînes de valeur agricoles, les experts de l'ADER, les financiers passeront en revue toutes les filières, un diagnostic qui va sans doute aboutir à des résultats pouvant dicter le mode d'investissement approprié dans l'entrepreneuriat avec comme cible les jeunes et les femmes qui sont respectivement les héritiers de la nation et les ciments de notre société.
Agriculture, toujours dans le cadre du suivi de la campagne risicole de cette année. Le directeur général de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, Sodagri, effectue une tournée dans la zone sud du pays. L'étape de Sédhiou a été marquée par la visite de la délégation dans les rizières de Médina à Souané et à Moussumbalo. Sur place, l'état des semis est plus que satisfaisant malgré le retard des pluies. Kaltoum Gueye. Dans les vallées, tout est vert. Les inquiétudes causées par le retard des pluies sont que de mauvais souvenirs. On est dans la région de Sédhiou. Ici, 7166 hectares sont emblavés par 10 750 producteurs répartis dans cette commune. Avec l'accompagnement de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, l'espoir d'une bonne récolte est permis. La première année, la Sodagri nous a donné plus de 100 tonnes de semences. Deuxième année, elle a augmenté à 250 tonnes. L'année passée, on était à 425 tonnes de semences de riz venant de la Sodagri. Cette année, on est à 430 tonnes de semences. Je peux dire qu'avec la Sodagri, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'actuellement, au niveau des ménages, les 6 mois peut-être sont couverts. De bons rendements sont également attendus à Boussimbalo-Soutoura, une autre zone risicole où le comportement des cultures est plus que satisfaisant. Et même au-delà, c'est le niveau de vie des populations qui va s'améliorer. Ils nous donnent des semences, mais en même temps, ils nous assistent. Au moment des semis, ils nous assistent. Parfois, ils nous envoient un tracteur. Donc, aujourd'hui, on est parvenu à gagner l'autosuffisance alimentaire en riz. Plus nos scolarisations des enfants. Tu trouves aujourd'hui, avant les ouvertures, les gens ont d'autres moyens aussi. Il y a d'autres qui prennent pour la scolarisation de leurs enfants. Après la récolte, ils vont revendre le riz. La présence du directeur général de la Sodagri est une aubaine. C'est l'occasion pour ces producteurs de revenir sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous avons des difficultés en semences, mais maintenant, ça améliore. Si l'eau est arrivée, ça ne va pas, ça ne circule pas. C'est ça qui nous fatigue un peu. Les digues de la rizière. Et en plus, nous faisons des maraîchages. Notre puits n'a pas de pompe. Aussitôt énuméré, Alpha Bokar Baldé promet d'y apporter et des solutions. On va tout faire pour essayer de répondre le plus rapidement possible. On a remarqué que dans la zone de Boussimbalo ici, ils ont déjà un périmètre bien clôturé avec déjà un puits disponible. Donc, ils ne demandent qu'une motopompe pour faciliter un peu le travail. Et sur le matériel post-récolte aussi, on va essayer d'appuyer. On a déjà appuyé avec les années passées avec une c'était une motoculteur et une batteuse. Donc on va peut-être pousser pour avoir une motofosseuse au moins et puis peut-être une décortiqueuse à défaut d'avoir une mini-rizerie. Cette tournée entre dans le cadre du suivi de la campagne risicole de cette année. À Sédhiou, les producteurs se disent satisfaits de l'état d'avancement des semis. Si tout se passe bien, ils atteindront leur objectif, qui est l'autosuffisance en riz. Faire passer le commerce intra-africain de 15 à plus de 50%. C'est l'une des ambitions de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Pour y parvenir, les États doivent élaborer des stratégies nationales. Sous l'égide du ministère du Commerce, les différents acteurs concernés sont en conclave à Dakar pour décliner les ambitions et l'approche du Sénégal. L'atelier s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale, Philippe Sagna. Avec la zone de libre-échange continentale, les entreprises africaines seront beaucoup plus compétitives. Depuis son lancement à Niamey le 7 juillet dernier, tous les États ont compris la nécessité de se préparer pour mieux harmoniser leurs différentes stratégies. Jamais dans l'histoire de l'Union africaine, un accord n'a connu une adhésion aussi unanime en un temps record. Il est bon de rappeler que le Sénégal, qui participe à plus de 40% de son commerce extérieur en direction du continent, est bien positionné pour capitaliser sur
les bénéfices attendus de cette zone. Construire une Afrique forte et intégrée, c'est le vœu le plus cher. Au Sénégal, depuis plus de 3 mois, plusieurs acteurs se sont mobilisés pour faciliter la formulation de la stratégie nationale. En se lançant dans l'élaboration de cette stratégie, notre pays entend tirer toutes les opportunités de ce vaste marché de plus de 1,2 milliard d'habitants, représentant un PIB cumulé de plus de 2500 milliards de dollars américains. Jusqu'ici, le commerce intra-africain ne dépasse pas les 15%, alors que dans la zone de l'Union européenne, par exemple, le commerce intra-régional représente 70%. D'après la Commission économique pour l'Afrique, la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3% en éliminant les droits de douane à l'importation et le doubler si les obstacles non tarifaires sont réduits. La ZLECAf est également un marché à fort potentiel. Pour rappel, le Sénégal fait partie de la première vague de pays qui ont signé et ratifié l'accord instituant la ZLECAf. À l'issue de cet atelier de 3 jours, un draft consensuel sur la stratégie nationale du Sénégal sera élaboré. En marge de cette rencontre, cette explication du ministre du Commerce a décidé de convoquer l'Assemblée générale de la Chambre de commerce de Dakar pour l'élection d'un nouveau président, car depuis août 2016, cette institution n'a pas de président élu. L'intérim qui est toujours assuré a fini par créer des remous dans le bureau de la Chambre. Voici Assom Aminata Diata au micro de Louis-Philippe Sagna. Il y avait effectivement des remous au niveau de la Chambre de commerce qui concernaient surtout l'intérim de la présidence donc, de la Chambre de commerce. Et pour régler de façon définitive également ce problème, nous avons entamé le processus en vue de la tenue de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce pour l'élection du nouveau président. Et quand ce nouveau président sera élu, le premier chantier sur lequel il devra travailler, c'est le recrutement du secrétaire général. Parce que le recrutement du secrétaire général de la Chambre de commerce répond à une procédure bien définie et qui se termine par la prise d'un arrêté du ministre du Commerce. Donc il y a des solutions en vue et le gouverneur convoquera incessamment donc l'Assemblée générale de la Chambre de commerce de Dakar. Veille de rentrée des classes, plusieurs écoles de la banlieue sont prêtes à accueillir les élèves ce 3 octobre, à l'exception de quelques établissements encore sous les eaux comme l'école 8 de Pikine. La communauté continue tout de même la mobilisation pour régler le problème. On fait tout de suite le point avec notre reporter Salou Sek. Il est nouvellement affecté à l'école Pikine 8 comme directeur. Surpris par la situation de son nouvel établissement, Mamadou Sow est dépassé par les événements. Je suis un peu perturbé, mais devant l'impossible, nul n'est tenu. C'est comme ça que j'ai trouvé. On va essayer de voir avec les autorités locales, avec les autorités administratives, ce qu'il y a à faire pour vraiment pouvoir mettre les enfants et les enseignants dans de très bonnes conditions. Cette situation préoccupe tout le monde à Pikine, construite dans une cuvette. L'infrastructure qui abrite les écoles de Mohamed Fall et de Ibrahim Ndaw est devenue un réceptacle des eaux pluviales. Depuis 2005, nous vivons cette situation. À chaque fois qu'il pleut abondamment, donc c'est le même scénario. Et souvent, c'est des mesures vraiment, disons, ponctuelles qui sont prises pour venir à bout à ce problème. Mais nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que les autorités règlent définitivement cette question. En quoi faisant? En reprenant le mur qui a été troué partout par les populations environnantes. Aujourd'hui, c'est toute la commune qui se mobilise pour maîtriser la situation. Chaque année aussi, nous faisons tous les efforts nécessaires. La mairie a mobilisé des motopompes, a mobilisé du matériel, mais aussi vraiment à sensibiliser tous les jeunes du quartier, les associations vraiment, et l'équipe qui travaille autour de la mairie, pour qu'ensemble, comme vous l'avez constaté, vous avez vu sur le terrain, pour qu'on puisse libérer l'école des eaux, mais aussi rendre propre toutes les salles de classe. Ils ont toujours pu relever ce défi, parce que c'est une école à problème par rapport aux eaux de pluie, aux inondations et à la nappe phréatique. Mais chaque année, nous avons pu réussir à faire le
Mais cette fois-ci, par rapport à cette situation d'aujourd'hui, je suis un tout petit peu plus sceptique que les fois passées. On verra s'ils parviennent à déblayer toute cette eau. Selon le service d'hygiène, si nous parvenons à ensembler la cour de l'école et à utiliser les produits qu'ils nous ont promis, si les salles sont sèches, au moins les élèves du CE2 au CM2 pourront fréquenter demain l'école. À défaut, nous ferons du vendredi samedi à la place du jeudi vendredi. Pourtant, dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, la situation s'est améliorée d'une manière globale. Presque toutes les écoles sont déjà sauvées de cette situation. C'est le cas du lycée Mamili Badiane. Ici, après avoir évacué l'eau, l'heure est au décapage. Nous les devons à la mairie qui véritablement donc a tenu sa promesse. C'était des dépôts véritablement qui ne pouvaient pas rester sur le sol. Parce que c'est de la boue séchée, c'est des matières solides charriées par les eaux qui ainsi donc risquaient de gêner les occupants de l'établissement. Leur décapage et leur évacuation est salutaire. Au départ, nous avions 49 écoles structurées sous les eaux. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué. Maintenant, il nous reste quelques écoles vraiment où il va falloir faire les toutes dernières interventions. Malgré ces difficultés, la rentrée devrait être effective ce jeudi dans les départements de Pikine et de Guédiawaye. Déjà, pour ce qui concerne le personnel enseignant, nous sommes presque à un taux de présence de 85%. Pour ce qui concerne maintenant les élèves, quel que soit le nombre d'élèves présents, nous avons donné des instructions pour que les cours démarrent au niveau de toutes les écoles et de tous les établissements. L'inscription financière ne doit pas être un obstacle. Et par rapport à ça, nous sommes optimistes et que véritablement le concept Ubité Diangté sera effectif, en tout cas dans la plupart de nos écoles. Dans certains établissements, les réunions se multiplient pour procéder au dernier réglage. Cette année, la DE, Direction de l'enseignement élémentaire, a pris des initiatives de former d'abord certains enseignants qui sont aujourd'hui là en train de démultiplier pour que dès la rentrée du CI au C2, les cours de soutien soient formalisés avec des préparations écrites à l'appui. C'est cette séance qu'on est en train de démultiplier. C'est la première séance, mais il y a une autre séance qui est prévue sous peu de temps et que dès les enseignements commencent, nous allons nous y mettre. Dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, les cours pourront démarrer ce jeudi dans certains établissements. Mais pour d'autres, il va falloir attendre encore. À quelques heures de la rentrée scolaire, Matam procède au dernier réglage. Dans la commune, tous les établissements ont été nettoyés et le personnel enseignant est sur place. On fait le constat avec notre correspondante Fatimata Banelba. À quelques heures de l'ouverture des classes, c'est le conseil de rentrée à l'école d'application Matam 2. Le directeur et les enseignants se sont réunis pour évaluer l'année scolaire précédente, mais aussi prendre les dispositions nécessaires pour une rentrée réussie. Ici, nous allons évaluer ce que nous avons fait l'année dernière par rapport au quantum horaire, par rapport à la fréquentation, par rapport au rôle de l'enseignant, mais aussi également par rapport à la classe elle-même. Qui est-ce qui va avoir quelle classe? Les différentes écoles de la commune de Matam ont déjà fait peau neuve pour cette rentrée. Entre désherbage, nettoyage et réfection des salles de classe, tout est fin prêt pour accueillir les potaches. La communauté s'est activée depuis quelques jours pour vraiment affréter les locaux. Et les enseignants qui étaient attendus sont déjà là. Il ne nous reste maintenant qu'à démarrer. Comme vous le constatez, il y a le désherbage est déjà effectif. Les salles de classe sont déjà nettoyées. Toutes les dispositions sont prises pour accueillir les élèves. Pour ce qui concerne le personnel aussi, les professeurs sont là depuis hier. Ils ont reçu leur emploi du temps et ils sont prêts pour commencer le travail dès demain. C'est toujours comme ça. Les enseignants sont toujours au point parce que c'est une école d'application. Mais aussi, nous avons des enseignants engagés et chevronnés qui sont ponctuels. Reste seule la désinfection des écoles et pour cela, un appel est lancé à l'autorité municipale. Au niveau des classes, comment faire pour désinfecter. Donc, généralement, ce sont les services d'hygiène qui devaient s'en charger. Et nous lançons un appel vraiment à la commune de Matam pour que le maire vraiment nous appuie dans ce sens. À Matam, les acteurs de l'éducation s'activent déjà pour rendre effectifs les enseignements et apprentissages dès le premier jour de la rentrée.
Justement, rentrée scolaire 2019-2020, pas d'inquiétude à se faire selon le directeur exécutif de la COSIDEP. Invité du magazine Le Point, Chermbo se félicite de la conduite des opérations pré-rentrée initiées par le ministère de l'Éducation nationale. Il appelle toutefois l'État au respect des engagements. Selon lui, une année scolaire apaisée et à ce prix. Nous l'écoutons. Le jour de la rentrée, c'est un jour important pour les élèves. Vous vous rappelez, quand on était encore plus jeune, c'est un jour de fête, où on portait nos plus beaux habits, où on avait espoir de rencontrer nos amis qu'on n'avait pas revus depuis 3 mois, où aussi on était dans une perspective d'accéder ou d'entrer dans cet ascenseur qui pourrait nous changer de situation sociale. Nous le rappelons, beaucoup d'entre nous ne seraient pas devenus ce qu'ils sont sans l'école et l'éducation. Donc demain est un jour important pour les apprenants. Maintenant, vous l'avez dit, est-ce que nous sommes dans les meilleures conditions? Cet état d'esprit que vous venez de décliner tout à l'heure est aujourd'hui perturbé un peu par la crainte qui gagne les pères de famille, les élèves, les parents d'élèves et tout ça. Laquelle crainte? Oui, parce que les gens parlent de grève, qu'on ne respecterait pas peut-être le mot d'ordre de Oubité Djangté. Écoutez, moi je considère que ça, je l'appelle plus de l'alerte. Vous savez, nous sommes dans un système éducatif. Un système, ça veut dire qu'il y a plusieurs maillons. Et chaque maillon a un rôle spécifique à jouer. L'État a une responsabilité première, la société civile a un rôle particulier, les parents de même, les syndicats aussi ont leur rôle. Et chacun est en train de jouer son rôle. Donc, quand les syndicats d'enseignants déposent des préavis de grève ou font ce que vous appelez menaces, nous considérons ça comme étant de l'alerte. Et c'est tout heureux pour nous, pour un système éducatif, que d'avoir des syndicats d'enseignants qui alertent à temps. Alerter à temps, maintenant l'importance à ce niveau, c'est justement que celui qui a la responsabilité de conduire les destinées de l'éducation doit pouvoir se saisir très rapidement justement de ces alertes, avoir un dispositif qui lui permette d'exploiter ces alertes-là et de pouvoir apporter les réponses à temps. À présent, nous vous proposons le communiqué du Conseil des ministres, conseil réuni ce mercredi au Palais de la République, à la lecture du communiqué d'Araba. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 2 octobre 2019 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à la Oumma islamique et à la communauté musulmane du Sénégal suite au succès de l'inauguration de la grande mosquée Masalikul Jinan. Il a magnifié l'édification sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de ce complexe religieux et culturel d'envergure d'une architecture ultra-moderne qui va assurément contribuer au rayonnement international du Sénégal et de sa capitale, Dakar. Il a également salué la forte mobilisation de la communion exceptionnelle et de toutes les forces vives de la nation autour de cet événement populaire historique. Le président de la République évoquant l'accident d'hélicoptère survenu le vendredi 27 septembre 2019 en Centrafrique a salué la mémoire des 3 militaires sénégalais casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique décédés. Il a présenté ses condoléances aux forces armées, aux familles et proches de ces djambars tombés au champ d'honneur et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a en outre rendu un vibrant hommage à Feu Samba Diabaré Samb, homme de culture remarquable, virtuose du khalam et historien hors du commun qui incarnait le citoyen modèle d'engagement au service de la nation. En sa qualité de protecteur des arts et des artistes, il a adressé ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et proches et décidé de donner son nom à un de nos édifices culturels majeurs. Abordant la rentrée scolaire prévue ce jeudi 3 octobre 2019, le président de la République a adressé ses meilleurs vœux d'encouragement et de succès à toute la communauté éducative. Il a rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité d'améliorer le cadre de vie des établissements scolaires, de respecter la feuille de route conclue d'accord partie en 2017-2018 avec les partenaires sociaux, de cultiver le consensus et de préserver la stabilité sociale durable pour asseoir une école de qualité et de l'excellence conformément à sa vision partagée d'un Sénégal émergent. Au sujet de l'importance de la consolidation du dialogue social permanent, le chef de l'État a souligné la nécessité de l'amélioration de l'environnement du travail ainsi que celle d'assurer la stabilité économique et sociale durable. À ce titre, il a félicité les acteurs du secteur pétrolier pour la signature de l'accord
de la Convention collective nationale de la branche du pétrole et du gaz le vendredi 2 août 2019. Il a, dans cet élan, instruit le ministre du Travail et du Dialogue social de finaliser les processus de signature des conventions collectives nationales et de faire adopter avant la fin de l'année 2019 le projet de loi portant code unique de sécurité sociale. Au titre de l'accès universel des populations à l'eau potable, le président de la République a exhorté le gouvernement à intensifier le rythme d'exécution des programmes et projets hydrauliques, à procéder à la réparation urgente de tous les forages en panne et à évaluer de manière exhaustive les activités de l'Office des forages ruraux, de même que le processus de réforme de l'hydraulique rurale. Il a instruit le gouvernement de suspendre le processus de sélection des délégations zonales de services publics de l'eau, le temps d'évaluer la réforme. Le chef de l'État a notamment réaffirmé la priorité qu'il accorde à la territorialisation des politiques publiques. Il a par conséquent demandé au ministre de veiller à l'implication permanente des élus territoriaux et des collectivités territoriales dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et programmes publics. Le président de la République a dans ce sens informé le Conseil qu'il présidera le mercredi le 10 octobre 2019 au CICAD une rencontre avec les maires et présidents de conseil départemental afin de consolider le dialogue État-collectivité territoriale dans la dynamique du pilotage optimal de l'exécution du plan Sénégal émergent. Le chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 17e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola, a réitéré la solidarité de la nation aux familles des victimes. Il a en outre rappelé la nécessité de prendre toutes les dispositions requises afin de lancer dans les meilleurs délais les travaux du mémorial national dédié aux victimes. Abordant le suivi de la coopération et des partenariats, le président de la République s'est félicité des bonnes perspectives de l'économie sénégalaise et de l'accord qui a été conclu avec le FMI la semaine dernière au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques ICPE. Il a informé le Conseil de la visite au Sénégal du 28 octobre au 1er novembre 2019 d'une importante délégation de la China Africa Business Council pour explorer les opportunités d'investissement. Clôturant sa communication, le chef de l'État a informé le Conseil de sa participation du 22 au 26 septembre à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, au cours de laquelle il a fait un plaidoyer politique et économique pour l'Afrique en sa qualité de président en exercice du NEPAD. Au cours de ce conseil, il y a eu également beaucoup de communication. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a fait une communication sur le suivi des directives formulées lors de dernières séances de conseil des ministres et sur l'état d'avancement des travaux du TER. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur le compte rendu des activités à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, sur sa visite au Maroc et la cérémonie des obsèques du président Chirac. Le ministre des Finances et du Budget a fait le point sur l'exécution du budget en termes de recettes et de dépenses. Il a par ailleurs rendu compte de la mission de revue effectuée par le FMI au Sénégal. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a rendu compte de la mission qu'il a effectuée à Washington et des résultats de la revue annuelle conjointe. Le ministre de l'Agriculture a fait le point sur la pluviométrie, la situation de la distribution des intrants, du matériel agricole et du suivi phytosanitaire. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a fait le point sur l'état d'exécution des chantiers visités lors de la tournée qu'il a effectuée. Le ministre du Pétrole et des Énergies a fait une communication sur la stratégie Gaz to Power, les projets de réforme du secteur et un projet de loi portant code gazier. Et puis, le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent et le ministre de l'Éducation ont rendu compte de leur rencontre avec les partenaires de l'école au titre du monitoring stratégique des accords conclus entre l'État et les syndicats d'enseignants. Pour finir, le Conseil a pris des mesures individuelles. M. Mamadou Kassé, urbaniste, aménagiste, est nommé directeur général de la SICAP SA en remplacement de M. Ibrahima Sall, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Diagne-Si Mbeng, administrateur civil, est nommé directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré en remplacement de M. Mamadou Kassé, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Lamine Dieng, magistrat à la Cour des comptes, précédemment directeur général de l'ANPJ,
est nommé directeur de l'IPRES en remplacement de M. Mamadou Diagne Simbeng, appelé à d'autres fonctions. M. Tamsir Faye, titulaire d'un master Affaires et Commerce international, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, en remplacement de M. Amadou Lamindian, appelé à d'autres fonctions. M. Ashmin Malik Ndiaye, ingénieur des télécommunications, matricule de solde numéro 611-54G, est nommé directeur des technologies de l'information et de la communication en remplacement de M. Chérif Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Mam Seydou Ndour, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 517-280Q, précédemment directeur de la police des étrangers et des titres de voyage, est nommé directeur de la police de l'air et des frontières en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Abdul Wahabou Sall, appelé à d'autres fonctions. M. Abdul Wahabou Sall, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 600-866B, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières, est nommé directeur de la sécurité publique en remplacement du contrôleur général de police Abdoulaye Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Idrissa Sissé, commissaire de police divisionnaire, matricule de solde 519-322J, précédemment directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, est nommé directeur de la police judiciaire post-vacant. M. Djibril Kamara, commissaire de police divisionnaire, matricule de solde numéro 600-868D, précédemment commissaire spécial à l'aéroport international Blaise Diagne, est nommé directeur de la police des étrangers et des titres de voyage en remplacement du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Mam Seydou Ndour, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahim Diop, commissaire de police divisionnaire, matricule de solde 608-425G, précédemment chef de la division des investigations criminelles à la direction de la police judiciaire, est nommé directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants en remplacement du commissaire de police divisionnaire Idrissa Sissé, appelé à d'autres fonctions. M. Moudou Mbaye, ingénieur polytechnicien, matricule de solde 515-420G, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Demba Diouf, psychologue conseiller, matricule de solde numéro 611-261I, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Diourbel au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Mamadou Sissé, professeur d'enseignement moyen, titulaire d'un MBA en développement communautaire, matricule de solde numéro 621-3832Z, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Louga au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Pape Charles Ndiaye, professeur d'enseignement moyen, matricule de solde 637-493, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Saint-Louis au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Amadou Mbaye, conseiller en travail social, matricule de solde 615-261I, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Kaolack au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Sidat Gassama, économiste, matricule de solde 518-703B, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Thiès au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. El Haji Bakari Sidi Ndiaye, inspecteur de l'enseignement élémentaire, matricule de solde 517-513D, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Ziguinchor au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Amadou Momodou Thiam, ingénieur des travaux d'aménagement du territoire et de gestion urbaine, matricule de solde 619-999D, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Tambacounda au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Madame Ndeye Sokhna Gueye, conseillère en travail social, matricule de solde 648-794H, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Dakar au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Pape Saher Diop, conseiller en travail social,
matricule de solde 638 790M, est nommé directeur régional du développement communautaire de la région de Matam au ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Voilà donc pour le communiqué du Conseil des ministres signé chez le ministre porte-parole du gouvernement Ndeye Ndiaye Diop. Suite de notre série sur la prise en charge des urgences dans les structures de santé. Ce soir, focus sur l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Sur place, le service des urgences est bien organisé. Malgré ses faibles moyens, le service des chirurgies ne fonctionne pas la nuit et la réanimation n'est pas très opérationnelle. On voit tout cela dans ce focus signé à Ramatadem. Dès les premières heures de la journée, les mamans et leurs enfants occupent les couloirs de l'hôpital d'enfants de Diamniadio, venus pour la plupart en consultation d'urgence. Il y a un système d'identification qui permet à l'infirmier d'accueil, au service d'accueil, d'identifier rapidement les urgences, ce qui ne peut pas attendre pour les faire prendre en charge tout de suite. Les autres malades sont pris en charge en consultation et ceux qui présentent des cas d'urgence sont tout de suite orientés vers le service d'accueil des urgences. Fonctionnel à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service d'urgence de l'hôpital de Diamniadio, des équipes y prennent en charge les urgences médicales et chirurgicales avec un dispositif adéquat. Un service qui est assuré tout le temps et aucun malade n'est refusé à l'entrée. Le fait de se rendre systématiquement aux urgences peut freiner le fonctionnement du service. Les enfants que nous recevons ne relèvent pas tout le temps d'un hôpital de niveau 3. Il y en a qui auraient pu être vus en périphérie, mais c'est le choix des parents de venir à l'hôpital et à nous la charge de leur assurer ce service-là qu'ils sont venus demander et de voir leurs enfants. C'est ces difficultés-là qu'aujourd'hui nous avons, liées donc à cette fréquentation excessive qui fait que les délais d'attente peuvent être longs. L'argent, aujourd'hui, n'est pas une priorité pour le corps médical. Nous sommes des soignants. Notre travail, c'est de soigner avec l'aide de Dieu, de guérir. Les aspects financiers sont importants. Il ne faut pas quand même qu'on occupe un problème important. La santé a un coût. Mais en tant que soignant, notre souci, c'est de soigner le patient qui se présente dans nos structures sans tenir compte des moyens des parents. Mais je crois qu'il y a un énorme effort à faire à ce niveau pour que les gens puissent adhérer aux mutuelles qui derrière vont aider à la prise en charge. Au niveau du service de chirurgie, de nombreuses urgences y sont traitées au quotidien. Pour ce qui est urgence chirurgicale chez l'enfant, on le prend en charge ici de façon catégorique. Et c'est par degré. Des urgences absolues, c'est-à-dire les enfants où, si on ne les soigne pas, ils peuvent mourir rapidement. Ça, on appelle les urgences absolues. Ça, dès que ça c'est confirmé par le chirurgien pédiatre, la procédure d'urgence pour l'intervention est déclenchée. Malheureusement, faute de certains manquements, il arrive que des enfants soient référés. Par exemple, on n'opère pas la nuit ici pour les cas d'urgence. Du fait de beaucoup de choses, on n'a pas encore démarré l'urgence la nuit. Donc ça, c'est un problème. Donc les malades que nous recevons de jour et qu'on n'arrive pas à les traiter, et c'est urgent, on est obligé de les référer ailleurs. Notre souci ici, là, maintenant, c'est surtout les nouveau-nés, en fait. Alors, il nous arrive pratiquement toute une nuit de ne recevoir que les nouveau-nés. Bon, souvent, tous nous réfèrent ici, hein, vous avez vu déjà l'enfant qui est arrivé. Souvent, ils arrivent comme ça, avec des ambulances, ce qui est bien, parce que quand ils viennent comme ça avec des ambulances, si on n'a pas de place, on stabilise le malade, on essaie de réguler, chercher de la place ailleurs pour envoyer cet enfant. Mais il nous arrive souvent que ces enfants viennent comme ça dans les bras des mamans, sans fiche de référence, sans ambulance. Avec un service de réanimation, l'hôpital pourrait mieux prendre en charge certaines urgences pédiatriques. Dans tout le service de pédiatrie, on n'a qu'un seul respirateur qui fonctionne. Alors, du coup, si j'ai 3 enfants, un ici, un en hospice, un en néonat, qui nécessitent une ventilation artificielle, on est obligé en ce moment de peser qui a le bon pronostic qu'on peut sauver. Alors du coup, quand on arrive à s'asseoir et dire qui je vais intuber et laisser les 2 autres, ça veut dire que je condamne déjà les 2 autres. Tout simplement parce que je n'ai pas les moyens pour pouvoir prendre en charge les 2 autres. Alors déjà, on a ce souci de matériel. Les parents, eux, se disent satisfaits du service. Leur seule doléance, pouvoir être auprès de leurs enfants lors des hospitalisations.
Dès que je suis arrivé, ils se sont occupés d'elle rapidement, sans me demander de l'argent. Ils l'ont opérée et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous pouvons rentrer chez nous. Je suis très heureux du service. Le service des urgences de l'hôpital de Diamniadio est le seul service de niveau 3 aujourd'hui qui prend spécifiquement en charge les enfants de la naissance à 16 ans. Santé des enfants toujours et celle des mamans aussi, dynamiser les réseaux de périnatalité, c'est l'objectif des acteurs de santé de la région médicale de Dakar. Celle-ci cherche à abaisser davantage les indicateurs de mortalité maternelle et infantile grâce à une meilleure prise en charge des grossesses dans le cadre d'une coalition. Les précisions de Oumar Diaw. Malgré une importante réduction de la mortalité maternelle et néonatale ces dernières années, son niveau reste encore préoccupant dans la région de Dakar. Pour faire face, des réseaux de périnatalité avaient été tissés. Ces réseaux ont été créés depuis l'année dernière, mais très limités dans leur fonctionnement. Et là, on veut rendre très fonctionnels les réseaux de périnatalité pour la prise en charge de la mère et de l'enfant. Depuis la grossesse. Justement, à propos de grossesse, on sait approximativement le nombre annuellement attendu par la région. On a à peu près 137 000 grossesses attendues par année. Et parmi ces 137 000 grossesses, on sait qu'indéniablement 15% de ces grossesses vont se compliquer. Prendre en charge ces complications suppose du personnel, des équipements et une meilleure organisation des urgences. La gestion des urgences, ça c'est le point nodal, n'est-ce pas, pour pouvoir mener une action très rapide. Et donc, c'est un point qui nous semble très important. L'objectif est d'arriver à une régionalisation des soins, ce qui suppose une mutualisation des moyens. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, il faudrait qu'on mutualise nos forces pour pouvoir référer à temps les urgences. Les complications obstétricales qui emportent des femmes sont pour l'essentiel évitables. Que ce soit les hémorragies, que ce soit les infections, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit les difficultés pendant l'accouchement. Dakar a sonné l'alerte pour que l'action de donner la vie ne conduise pas au trépas. Et dans le cadre de la dépollution de la baie de Han, l'ONAS a prévu des mesures d'accompagnement pour les populations impactées. Des chèques ont été remis aux bénéficiaires de Pikine pour favoriser leur réinstallation à Wandiaï. Cette cérémonie de remise de chèques aux impactés du projet de dépollution de la baie de Han fait le bonheur des populations de Pikine. Ce projet sera bénéfique aux populations de la zone de Han, Bel-Air et Mbao. Ces personnes-là sont des acteurs de l'assainissement et sont bénéficiaires aussi de ce projet-là, qui est un projet phare du chef de l'État en matière d'assainissement. Et ce sont ces populations riveraines qui vont aujourd'hui bénéficier de cet important projet. Mais cela donc entre dans le cadre de la politique d'assainissement de manière générale. C'est un projet que les populations applaudissent. Les chèques ont été remis aux bénéficiaires. Cette séance est, si je me souviens, à ma 4e. Nous avons payé des impôts sur 75% des personnes qui sont impactées. Et nous sommes à un peu plus de 3 milliards de francs CFA de paiement. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Au-delà des impôts, j'aime pas moi forcément utiliser le mot impacté, je veux plutôt parler de bénéficiaires. Bénéficiaires, c'est parce qu'il s'agit d'améliorer le cadre de vie des populations. Bénéficiaires, c'est parce qu'il s'agit également de permettre à cette baie, qui existait depuis très très longtemps, de reprendre sa place d'être la 3e plus belle baie du monde. Aujourd'hui, nous parlons aux populations, mais il n'y a pas que les populations, il y a les industriels également, qui sont partie prenante de ce projet. Pikine et Dalifort seront impactés par le projet de dépollution de la baie de Han. L'assainissement, l'eau potable, les routes sont concernés. L'ONAS va accompagner les populations pour leur réinstallation. Les travailleurs de la Poste réfléchissent sur les mutations et la modernisation de leur secteur d'activité. Ils ont organisé une journée de réflexion sur des stratégies d'adaptation. À l'occasion, ils ont demandé à l'État d'appuyer davantage le groupe La Poste à Biboumbay.
La Poste, une entreprise en pleine mutation. Une telle évolution nécessite l'implication de tous les acteurs. C'est tout le sens de cette rencontre des partenaires sociaux. Nous encourageons aussi fortement, en tout cas, sa volonté de transformer Poste Finance en banque, parce que c'est un souhait que nous avons toujours exprimé, tant sur les organisations syndicales que même l'ensemble des travailleurs ont toujours sollicité que Poste Finance soit une banque. Une institution financière qui ne fait qu'épargner, ne donne pas de crédit, les Sénégalais n'en ont pas besoin. La nouvelle démarche de la direction générale saluée, les questions de la modernisation et de la restructuration du groupe La Poste passaient au peigne fin. Les différents acteurs s'impatientent et gardent espoir. Nous saisissons l'occasion aussi pour demander à l'État vraiment d'appuyer la Poste, d'appuyer le directeur général qui a beaucoup d'ambition pour développer cette entreprise. Saisir cette occasion aussi pour demander à l'État, surtout nous insistons sur la rémunération du service public. Parce que le montant, non seulement le montant est petit, mais c'est un montant qui n'a pas bougé depuis 1985. Et entre-temps, la Poste s'est vraiment agrandie. La rencontre a été l'occasion pour décorer les plus anciens, une manière de leur offrir un exemple à la jeune génération de postiers. Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous mène au Cameroun, au Royaume-Uni. Mais nous démarrons par le Mali. Une attaque à la frontière avec le Burkina Faso a fait au moins 25 soldats tués. Chez le récit de Sédina Alunfal. C'est l'une des attaques les plus meurtrières au Mali contre les troupes gouvernementales cette année. Selon un bilan officiel, au moins 25 soldats ont été tués lors des combats pour le contrôle de 2 camps militaires dans le centre du pays. Ces camps sont situés près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon le gouvernement, une 60aine de soldats maliens sont portés disparus. L'armée a essuyé de lourdes pertes en matériel. Deuxième jour du grand dialogue national au Cameroun, 700 délégués travaillent en huis clos. La décentralisation et le développement durable figurent parmi les thèmes débattus. Pour bon nombre d'observateurs, les chances de réussite du dialogue demeurent une équation. Des groupes de sécessionnistes ont défilé dans certains villages anglophones pour célébrer l'indépendance proclamée de l'Amazonie. Une offre de Brexit en 5 points, c'est la dernière proposition de Boris Johnson à l'Union européenne. Le Premier ministre britannique a tenté de mettre la pression sur les Européens ce mercredi. Mais pour les partenaires du Royaume-Uni, cette nouvelle proposition britannique n'apporte pas grand-chose de nouveau par rapport aux précédentes. Sport, championnat du monde d'athlétisme à Doha au Qatar. Plusieurs finales ont été disputées hier soir. Le 200 mètres a été remporté par l'Américain de 22 ans, Noah Alailis. Les États-Unis ont aussi gagné chez les finales du 800 mètres et de la perche. Suivons les temps forts de ces finales avec Ibrahim Mboupa. Un bel écrin au Khalifa International Stadium de Doha, de l'ombre à la lumière, l'Américain Noah Lyles n'a fait que quelques foulées. Lui qui a raté les mondiaux de 2017 à cause d'une blessure. Malgré un début de course moyen, Noah Lyles a fait un finish époustouflant. En 19 secondes 83, il s'adjuge le titre de champion du monde sur 200 mètres, le premier de sa jeune carrière. A wonderful run by de Grasse to put him under so much pressure. Adam Jamili was right there on the bend as well. Lyles had it all to do. Un Américain en cache un autre. Le demi-fondeur Donovan Brazier a remporté la finale du 800 mètres avec un chrono d'1 minute 42 secondes 34 centièmes. C'est le premier champion du monde des États-Unis sur 800 mètres. En même temps, Donovan Brazier a battu le record du pays sur cette distance. Une belle performance. Sur piste comme en hauteur, les Américains ont fait sensation à Doha. Duel épique lors de la finale de la perche entre Sam Kendricks et le Suédois de 19 ans, Armand Duplantis. Chacun a franchi la barre des 5 mètres 97. À l'arrivée, Sam Kendricks l'emporte au nombre d'essais, son deuxième titre mondial au terme d'un spectacle renversant. Autre temps fort de la soirée qatari d'hier,
La finale du lancer de javelot remportée par l'Australienne Kelsey Lee Barber avec un jet de 66 mètres 56. Et pourtant, elle était classée 3e avant le dernier essai. Kelsey Lee Barber est championne du monde pour la première fois. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Et vous pourrez suivre après Le Point, votre magazine projecteur consacré ce soir à la rentrée des classes. Belle soirée sur la RTS1.